Alors, merci beaucoup. Voilà, alors avec moi, vous allez plutôt voir une ville italienne, donc pas des palais, je dirais pourquoi. Et je vais aussi aborder une question un peu plus triviale qui a été quand même évoquée pas mal de fois, c'est-à-dire combien ça vaut. C'est-à-dire, tout trivialement, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'histoire économique et un petit peu aussi de l'histoire du droit quand même. L'existence de ces résidences dans l'espace urbain. Voilà. Alors, finalement, j'espère de tenir le temps, sinon vous allez me couper. Mais je serai même trop micro, peut-être analytique, j'espère pas trop. Alors, je vais vous présenter donc une synthèse forcément simplifiée. Donc, voilà, si vous avez des questions, peut-être après, parce que voilà, je serai quand même assez exhaustive, mais en même temps, j'espère, rapide. Voilà, c'est une synthèse donc de recherche plus large que je mène depuis quelques années sur, grosso modo, la rente immobilière dans le temps long. Et parmi mes terrains empiriques, il y a donc ceux dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'évolution des critères d'attribution de la valeur économique, à la Casa da Nobile, voilà, la Casa da Nobile à Milan dans la longue durée, donc du XVIe au XIXe siècle, voilà. Alors, Milan en 3 lignes, parce que je n'ai pas le temps. Milan, qu'est-ce que c'est? À l'époque, déjà à l'époque, c'est 3 siècles, donc c'est pas facile. C'est une municipalité quand même, une commune, et voilà pour ceux qui connaissent l'italien, donc c'est une municipalité indépendante, qui est en même temps la capitale d'un duché qui correspond grosso modo à l'actuelle région Lombardie, voilà, si vous connaissez la Lombardie. L'État régional, lui aussi, il est sous la domination tout d'abord espagnole, ensuite autrichienne, donc on revient aux Habsbourg qui étaient aussi là, voilà, même s'ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient à Vienne, mais voilà, ils étaient quand même les patrons finalement de Milan, et ensuite les Français, Napoléon notamment. Donc, alors, à la différence d'autres villes, donc M. Figeac a évoqué le palais. Alors, à Milan, on ne parle pas de palais. Voilà, ça c'est la première particularité par rapport à d'autres villes telles que Rome, que Venise, que Florence. Vous avez bien entendu parler du palais Farnèse, du palais, voilà, d'autres palais. Voilà, à Milan, on parle très très peu de palais, et mes sources me confirment qu'on ne parle pas beaucoup de palais. On parle plutôt de Casa da Nobile. Casa, c'est maison, et nobile, c'est noble, ça évidemment. Alors, ce terme donc, était un terme générique qui désignait à la fois la résidence de la noblesse générique, ordinaire, et le patriciat. Donc, on a parlé plusieurs fois du patriciat ce matin. Le patriciat milanais, il était composé d'environ 200 familles. Vous devez penser à une taille de la ville qui a quand même changé avec les pestes et tout ça, mais plus ou moins, c'était 100 000 habitants. Et donc, c'était 200 familles qui gardaient le monopole, surtout des charges municipales. Donc, le conseil municipal, tout ce qui était l'administration de la ville était géré par le patriciat, qui était aussi une élite économique, c'est-à-dire que c'était aussi les plus riches en même temps. Et bien sûr, c'était aussi une élite sociale. Donc, ils avaient tout. Ils avaient le prestige, le pouvoir, la richesse. Ils étaient heureux, finalement. Voilà. Donc, dans le cas du patriciat, on parlait également de Casa da Nobile, mais toujours, il y avait le patronyme qui allait tout de suite avec. Donc, dans mes cas, qui sont 2 cas parmi 30 que je suis en train d'analyser, mais ce n'était pas possible de vous parler de tout ça. Alors, il y a Casa Crivelli, voilà, et Casa Serbelloni. Donc, c'est comme ça qu'ils sont nommés dans les sources. Crivelli et Serbelloni, qui étaient les membres du patriciat milanais, étaient parmi ces 200 familles. Les Serbelloni, surtout, ils étaient la 5e famille la plus riche de Milan. Voilà. Alors, afin d'être admises à cette élite, les familles devaient remplir une condition juridique que j'ai un peu évoquée dans la question que j'ai posée aujourd'hui, c'est-à-dire démontrer leur présence au moins centenaire dans la ville. D'où l'importance de résider au moins la moitié de l'année dans la ville. Après, il y avait les propriétés rurales qui étaient très importantes parce que c'était des rentiers fonciers, donc ils exploitaient les terres et ils étaient la moitié du temps, ils étaient dans leur maison de plaisance dont je ne vous parlerai pas du tout aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Alors, une historiographie désormais assez riche a permis de connaître plusieurs aspects des stratégies immobilières et des modèles résidentiels de cette élite patricienne milanaise. Je citerai ici juste les recherches d'une collègue qui s'appelle Alban Cognet, peut-être quelqu'un d'entre vous la connaît, en vous montrant un petit essai de l'extraordinaire travail cartographique qu'elle a fait
à partir du cadastre de 1758. Donc c'est Marie-Thérèse d'Autriche qui ordonne, qui demande à la ville de réaliser ce cadastre. Et voilà qu'est-ce qu'elle a fait. Donc le noir, ce sont les résidences patriciennes dans la ville. Et avec les cercles bleu clair, ce sont mes deux case da nobile. Voilà. Donc Crivelli et Serbelloni. Voilà. Alors cette carte en particulier montre un aspect essentiel des stratégies d'implantation de l'élite milanaise dans la ville, la relative dispersion ou non concentration de ces résidences dans l'espace urbain. D'autres caractéristiques de ces résidences que j'évoque d'une manière assez rapide sont, d'après les historiens de l'architecture au moins, parce que moi je ne suis pas spécialiste, une certaine sobriété. C'est-à-dire que normalement il y a une sobriété extérieure qui s'accompagne à une un peu plus grande somptuosité à l'intérieur. Donc si vous connaissez Milan, Milan est assez connu même aujourd'hui pour être une ville assez cachée, c'est-à-dire par rapport à Venise, à Florence, à d'autres villes un peu plus parlantes, un peu plus évidentes. C'est vrai que voilà, la ville est un peu retirée, un peu cachée, et les résidences patriciennes, elles aussi. L'autre caractéristique essentielle est le fait que la plupart de ces résidences, même pour les familles qui avaient plus de moyens, n'étaient que très rarement le fruit de nouvelles constructions, car elle était plutôt le résultat d'une adaptation très lente, parfois très longue, d'habitations ordinaires, de cases et tout court, qui étaient transformées au fil de décennies, voire des siècles, dans des cases da nobile assez articulées et complexes. Alors, pour vous faire l'exemple des Crivelli, donc cette famille achète à partir des années 30 du XVIIe siècle un groupe de petites maisons mitoyennes qui avaient plus ou moins 3-4 pièces chacune, et elle les transforme progressivement dans une casa da nobile, juste pour nous limiter à l'étage noble, qui à Milan était le premier. Voilà. Avait atteint à la fin du XIXe siècle la dimension de 57 pièces, juste au premier étage. Alors, cette dynamique d'adaptation progressive s'associait par ailleurs à l'existence d'un rapport assez flexible et, je dirais même, non idéologique à la propriété et à la location. Donc, on a parlé à plusieurs reprises sur ce fait que voilà, le rapport entre propriété et résidence patricienne ou nobiliaire en général est assez compliqué, et c'est le cas aussi de Milan finalement. D'après le cadastre de la moitié du XVIIIe siècle, voilà, le 67% des patriciens détenaient la pleine propriété de leur résidence, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et ce pourcentage ne fait qu'augmenter au XIXe siècle. Cependant, ces données doivent être mitigées par deux éléments également importants qu'on a déjà évoqués. Alors, voilà, le rapport donc à la location et à la propriété. Tout d'abord, face aux transformations progressives que je viens de signaler, la location jouait souvent le rôle de moyen d'accès à la propriété de la résidence. Donc, même les Serbelloni, je vous disais, c'était la 5e famille la plus riche de la ville, elle passe par la condition de locataire avant d'avoir accès à la propriété de sa résidence. Et encore, dans le sens contraire, la pratique de louer une partie de la résidence, et on l'a vu plein de fois aujourd'hui, était également très répandue. Et là, c'est juste la liste de 24, une partie de la liste de 24, c'est pas très clair non plus, voilà, là, c'est le numéro 24. Les 24 entrechambres et boutiques de la Casa Crivelli qui étaient encore louées dans la deuxième partie du XIXe siècle. Un autre aspect intéressant évoqué par cet exemple est aussi la fréquence dans les cases da nobile d'espaces de travail, et donc boutiques et même ateliers qui étaient loués et qui côtoyaient les espaces de réception aussi bien que parfois les pièces un peu plus privées, entre guillemets, des résidences. Et ces boutiques et ces ateliers étaient parfois localisés même dans la partie la plus visible, c'est-à-dire dans leur façade. Voilà. Par exemple, dans le cas des Serbelloni, au XVIIe siècle, une partie de la faccio, donc de la façade, était occupée par une auberge, la Taverna del Leone, qui louait pour avoir des revenus locatifs. Alors, tout ça, quand même, est plus ou moins bien connu dans l'historiographie disponible. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc, c'est mon apport, qui est un peu moins exploré, au moins pour le cas de Milan, c'est-à-dire les critères de formation de la valeur économique. Alors, plus en particulier, ce qui m'intéresse n'est pas vraiment la dynamique en tant que telle des prix dans le marché, mais le moment qui précède finalement la transaction, c'est-à-dire en amont les logiques d'évaluation et je dirais même de valorisation de ces biens dans la longue durée, donc du XVIe au
19e siècle. Alors, la Casa da Nobile. Donc là, c'est mes questions de recherche que j'ai résumées en quelques lignes. Quand et pourquoi on lui donne une valeur déjà? Sur la base de quels critères on lui donne une valeur? Est-ce que ces critères changent donc dans ces 3 siècles que j'ai essayé d'analyser? Selon quelle logique? Et est-ce que ces critères sont différents par rapport aux critères qui sont à la base de l'évaluation des maisons ordinaires de la ville? Alors, pour essayer de répondre donc à ces questions de recherche qui sont pour une partie encore ouverte, donc je suis preneuse de tout conseil dans ce sens, je me suis concentrée sur des moments particuliers et pas les plus sympas de l'existence de ces résidences, c'est-à-dire le moment de l'estimation, de l'évaluation, les moments où elles sont évaluées. Alors, selon les statuts de la ville de Milan, les statuts urbains, la procédure d'estimation, l'expertise, donc, était obligatoire et préalable à tout transfert de propriété d'un immeuble noble ou non noble. C'était pour la généralité des immeubles dans la ville. Et cela était vrai à la fois pour les transactions qui se passaient dans le marché et pour les transferts intergénérationnels dans une même famille. Donc, même quand on devait décider quoi faire donc, d'une résidence, la partager, la diviser entre les héritiers, là, l'estimation était obligatoire. Mon travail s'appuie précisément sur 2 typologies différentes et complémentaires de sources qui permettent donc de faire ressortir ce moment de l'estimation. Et voilà, 2 exemples, ils sont là. Alors, un premier corpus est constitué par 125 traités et manuels d'estimation qui ont été publiés en Italie toujours dans la même période. Et quel est l'intérêt de ces ouvrages pour ce travail? Et le fait qu'ils faisaient partie de la bibliothèque du Collège des architectes de Milan, c'est-à-dire une sorte de corporation, d'association voilà, des architectes du nord de l'Italie, qui était aussi la plus grande corporation d'architectes de l'Italie du Nord. Donc, c'était des manuels qu'ils avaient dans leur bibliothèque, qu'ils lisaient. Parfois, ils sont aussi... il y a aussi des notes et tout ça. Alors, ces architectes sont également, donc ceux qui lisaient ces livres, sont également les auteurs de 80 expertises menées sur une série de 30 case da nobile moyenne patricienne et moyenne non patricienne, dont je suis en train de reconstituer l'histoire. Alors, la lecture donc croisée de ces 2 typologies de sources, l'une les traités un peu plus théoriques et générales, l'autre les expertises plus circonstancielles et pratiques, fait ressortir quelques écarts entre les 2, mais elle permet aussi de retracer une double évolution commune. Alors, tout d'abord, une évolution lexicale dans la façon de nommer la Casa da Nobile et aussi ses parties dans le temps long, et parallèlement une évolution même dans les critères de fixation de sa valeur. Alors, pour ce qui est, je vais commencer donc par les traités. J'ai essayé de résumer cette double évolution dans ce tableau très schématique que j'ai essayé de dresser. Donc, ce que la théorie nous montre. Alors, d'après les ouvrages d'estimation de l'époque moderne, donc on est plutôt avant le 19e siècle, les traits les plus caractéristiques de la Casa da Nobile, et je vais vraiment très vite, étaient envisagés dans l'usage de la pierre, qui à Milan, comme ailleurs aussi, pas partout, mais quand même, c'était le matériel incorruptible par excellence. Donc déjà, la pierre était un signe de distinction, sans surprise. Autres éléments étaient les grandes entrées, la spécialisation fonctionnelle des pièces, salon, cuisine, etc. La présence d'écuries, les fenêtres vitrées. Donc avoir des fenêtres vitrées était à cette époque un signe de distinction. Les cheminées pour réchauffer les pièces. La présence incontournable, bien sûr, de parcs et des jardins aussi. À l'opposé, pour identifier les immeubles ordinaires, la quasi-totalité des traités parle d'habitations rustiques, donc situées à la campagne et donc par définition un peu moins prestigieuses, ou d'habitations civiles pour l'habitat ordinaire dans la ville. Civile, donc civile plus ou moins oui, lié à la ville quand même. Alors, de la même manière, déjà les expertises, donc je passe du côté pratique, suivent d'une façon assez fidèle cette double terminologie. Et de la même manière, tous les deux, donc théorie et pratique, enregistrent aussi un important changement lexical qui se produit dans les traités déjà au cours du 19e siècle, fin 19e siècle, quand le terme casa da nobile est remplacé par la plupart des auteurs par le terme casa signorile, qui sont les seigneurs à Milan. Ce ne sont pas les seigneurs féodaux, mais ce sont les bourgeois. Signore, c'est-à-dire bourgeois.
Donc, la maison bourgeoise devient par définition l'immeuble de prestige dans cette littérature. Alors, pour ce qui est des critères d'évaluation de ces biens, les traités montrent aussi une évolution assez précise qui est marquée par 3 différents régimes d'estimation. Donc, c'est les 3 colonnes. Un premier régime qui couvre grosso modo le XVIe siècle, mais je fais aussi des sondages dans les décennies, dans les époques antérieures, donc même à l'époque médiévale. Ce premier régime est plutôt le régime de l'inestimabilité. C'est-à-dire que dans cette période, aucune allusion n'est faite dans les traités sur les procédures d'évaluation de ces biens. La casa da nobile est juste inestimable, elle ne peut pas être estimée. Pourquoi? Tout d'abord, puisque la plupart d'entre elles est formellement, juridiquement hors marché. C'est-à-dire que, bon, ça aussi c'est quelque chose de très commun à d'autres villes aussi, ces biens sont en fait transmis de génération en génération à travers le fideikommis. Un dispositif qui empêchait aux héritiers de les aliéner pour assurer la perpétuité des lignages. Donc tout restait à l'intérieur de la famille. Donc voilà, les traités suggèrent, restent silencieux parce que là, voilà, c'est la famille qui gère la chose. Au cours du XVIIe siècle, suite une partie à l'érosion des rentes aristocratiques, très importante en Italie à cause de la crise du XVIIe siècle, et à la disparition démographique de plusieurs lignages, le statut d'inaliénabilité des case da nobile s'affaiblit et donc la question de leur estimation fait son apparition dans les ouvrages. Néanmoins, encore à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à la fin de l'Ancien Régime, les traités insistent sur le fait que le statut juridique de ces biens, donc notamment la présence d'un fideikommis, de servitude, mais aussi le fait que la vente soit un acte obligé ou pas, par exemple, peut affecter fortement la fixation de leur valeur. Donc il y a une dimension juridique qui est très très forte. De toute façon, à partir du moment où estimer une résidence devient une opération légitime, envisageable, la question essentielle est est-ce qu'on doit utiliser les mêmes critères que les autres immeubles de la ville? Et alors, quels sont ces critères qui sont utilisés dans les résidences ordinaires? Alors là, il y a 2 conventions qui se succèdent dans ce temps long. De ce temps long. Alors, d'une part, il y a, et je parle donc de l'habitat ordinaire, des habitations civiles, et voilà, la convention de la valeur intrinsèque ou absolue. C'est quoi? C'est grosso modo le coût de production de l'immeuble, c'est-à-dire c'est la main-d'œuvre, mais plutôt les matériaux. Voilà. Donc, on démonte physiquement les maisons et on dit telle brique, telle pierre, telle je ne sais pas quoi coûte tout ça. D'autre part, il y a la convention de la valeur extrinsèque, relative ou locative aussi, on l'appelle, à savoir le taux de capitalisation de la rente locative. Donc là, c'est un calcul à partir de combien ça coûte le loyer, donc quel est le loyer, et donc à partir de cela, à travers un calcul mathématique, on arrive à la valeur de l'immeuble. Alors, entre 16e et 17e siècle, pour l'habitat ordinaire, c'est la valeur intrinsèque qui l'emporte sur la valeur extrinsèque. Mais au fur et à mesure qu'un marché locatif se développe dans les villes italiennes, les traités d'estimation conseillent plutôt de passer à la valeur locative. Donc pour les immeubles ordinaires, c'est assez tôt qu'on passe à la méthode locative. Dans le cas des immeubles non loués, on dit on peut quand même procéder à une estimation comparative. C'est-à-dire que si un immeuble est temporairement non loué, alors on va voir dans le même quartier, on va regarder les loyers des immeubles plus ou moins similaires et on utilise donc cette base de référence pour calculer la valeur. Cette technique, je reviens donc à mes cases da nobile, est toutefois écartée. 5 minutes, merci. Oui, parfait. Alors, les cases da nobile, on dit non, là, la méthode comparative, non, c'est juste impossible. Pourquoi? D'une part, ils sont des manufactures uniques. Donc, déjà, l'unicité, elle ressort beaucoup. C'est-à-dire que chaque casa da nobile est une singularité, voilà. Et en plus, ces biens sont pour la plupart quand même habités par leurs propriétaires. Donc, il n'y a pas de loyer réel. 2 voies alors sont suggérées. La première, largement prioritaire, est celle de remonter à la valeur intrinsèque. Donc on démonte la maison, pas réellement, hein, mais c'est vrai qu'ils sont assez détaillés dans cet ouvrage de démontage dans les descriptions. Et donc on remonte au coût des matériaux des immeubles et le prestige de ces matériaux, aussi leur coût intrinsèque, est déjà censé de faire la valeur de ces immeubles, parce qu'il y a la pierre, il y a des matériaux qui coûtent assez cher.
Alors, une autre voie fait son apparition au XVIIIe siècle et suggère d'attribuer à ces biens une rente locative fictive ou potentielle, sur la base de calculs et de corrections dont je ne vous parlerai pas du tout, qui sont quand même de plus en plus sophistiqués au fur et à mesure qu'on passe du XVIIIe au XIXe siècle et qui sont de plus en plus empruntés aux mathématiques. Parallèlement à cet effort de mathématisation donc, de la valeur immobilière, certains ouvrages du XIXe siècle suggèrent d'intégrer dans l'estimation des case signorili, désormais signorili et, non plus, et pas plus, case da nobile, un élément impondérable jusque-là jamais explicité, la valeur d'affection ou le prix d'affection. Donc 1841, là c'est un ingénieur architecte. Les deux professions étaient un peu mélangées, mais je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Alors, Giovanni Pegoretti, un Milanais, donc, qui dit, voilà, alors là, il y a aussi le prix d'affection qu'il faut tenir en ligne de compte, mais on ne dit pas plus. Et alors, je vais terminer pour voir côté pratique, et je reste, j'espère, dans le temps. Alors, essayons donc maintenant de voir mes deux cas un peu, pas exemplaires, mais voilà les exemples que je vous porte. Alors, premier cas, c'est la Casa Serbelloni. Alors là, dans le premier cas, si je mets donc dans une perspective chronologique les différentes expertises que j'ai retracées dans les archives, qu'est-ce qu'ils montrent? Au fil des décennies, il y a une évolution d'un régime que je pourrais définir d'évaluation sous contrainte juridique au XVIe et XVIIe siècle, à la méthode de la valeur locative, d'abord potentielle, donc là on dit l'annuo fitto potenziale, c'est-à-dire potentiel, voilà. Et ensuite effective. Cela à partir de la moitié du XVIIIe siècle. Les premiers achats des immeubles qui seront intégrés dans la résidence sont en fait réalisés à travers l'institut juridique de la datio insolutum. C'est quelque chose qui remonte au droit romain. Et voilà, il s'agissait d'acquisitions qui avaient pour objet des maisons qui appartenaient à des débiteurs. Voilà, c'était des gens endettés avec les Serbelloni dans ce cas-là. Et alors, ils les rachètent pour satisfaire leurs créances, bien sûr. Et pour cela, la valeur de ces immeubles coïncide simplement avec l'importance de la dette des vendeurs. Donc, plus la dette est importante, voilà, on retrouve le même... voilà, c'est la base pour déterminer la valeur de l'immeuble. Au XVIIIe siècle, par contre, c'est la méthode locative, mais en même temps, cette maison, au moins cette maison, ne sera jamais vendue dans ma période. Donc là, c'est des estimations qui sont faites juste parce qu'il y a des litiges à l'intérieur de la famille, et donc il faut essayer de comprendre comment on va distribuer la valeur entre les héritiers. Alors, le cas de Crivelli, et je vais terminer en revanche, témoigne d'une marchandisation progressive de leur résidence. Et là, on a un peu dit le fait que parfois les hôtels suivent aussi, dans mon cas, les Case da Nobile, ils suivent aussi la trajectoire ascendante ou descendante des familles qui les habitent. Voilà. Et donc, le cas de Crivelli témoigne, je vous disais, d'une marchandisation progressive de leur résidence, qui est directement proportionnelle à leur chute sociale et économique, et qui aboutit au XIXe siècle à un projet très souffert, vraiment très, très, très souffert, d'aliénation de toute la maison de famille, qui est définie désormais, non plus Casa da Nobile, mais Casa Signorile. Elle est devenue une Casa Signorile, même si l'architecture n'a pas changé pour l'instant. Alors, Casa Crivelli, là voilà. Et je vais conclure sur cet exemple. Donc, si l'on regarde encore une fois les critères, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, on suit plutôt la dynamique aussi suggérée par les traités. On commence par la valeur intrinsèque, donc 1692, la quantité, la qualité del site, les matériaux qu'on utilise. On arrive, pour faire vite, à la valeur locative, dans tout plus ou moins le XVIIIe siècle. Et on arrive, et ça c'est vraiment la fin, 1831, les Crivelli sont obligés à envisager de vendre leur résidence. Ils sont endettés jusqu'à la tête. Voilà. Alors, il y a un architecte qui fait une expertise fondée sur la valeur locative. Et il évalue la maison à 600 000 lire italiennes. 600 000, ok, 660 000, pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'estimateur? Donc, il dit, la valeur locative, c'est ça, mais moi, je vais ajouter 140 000 lire en raison, et je cite directement de l'expertise, de l'ancien prestige de la demeure et surtout de l'attachement émotionnel que les propriétaires portent vers leur résidence, quand même, qu'ils occupaient depuis le XVIe siècle. Alors voici donc, je vais vraiment terminer,
concrétiser, quantifier dans la pratique, et même quelques années d'avance par rapport à la théorie, la notion de prix d'affection, que les traités iront envisager de plus en plus comme la vraie source de la plus-valeur des résidences aristocratiques ou ex-aristocratiques au XIXe siècle par rapport aux autres immeubles de la ville. Et en cela, je vous remercie pour l'attention.